Bah, en tant que femme à Bruxelles, je trouve qu'on se sent quand même en sécurité. Bon, après, il ne faut pas s'habiller n'importe comment, il ne faut pas sortir à des endroits à n'importe quelle heure du soir. Bon, il y a certains lieux à éviter, on ne va pas se mentir. Mais après, en termes de toilettes, par exemple, il n'y en a pas énormément pour les femmes, mais je crois que c'est normal. Quoi, toi, tu trouves que l'espace public n'est pas forcément adapté à la femme? Ah non, pas du tout. C'est vrai que c'est pas du tout équitable. Je pense que l'espace est bien adapté à la population. Après, oui, à la femme, je sais pas particulièrement en tout cas. Je pense au niveau des lampadaires, des éclairages, des fois, il y a des rues un peu plus sombres. Il n'y a pas de toilettes d'urinoir ou quoi comme il y a pour les hommes. Bon. Ah non, mais justement, on en parlait hier soir. Bah non, je trouve que... Mais après, c'est peut-être difficile de l'adapter à la femme. Enfin, quand on a des grands débats dessus, c'est peut-être plus difficile de les cacher ou je sais pas. Mais oui, non, je trouve que c'est complètement injuste que la femme doit aller dans un bar alors que les mecs peuvent pisser n'importe où. Je pense que quand ça craint, je pense que ça craint pour tout le monde. Alors peut-être effectivement c'est plus chiant pour les femmes de temps en temps. Ouais. Alors Claudine, vous avez été plein de choses. Vous avez été paysagiste, vous avez été coordinatrice à l'Université des femmes et vous avez réalisé un mémoire sur la mobilité genrée. On peut dire qu'aujourd'hui vous êtes une vraie experte de la mobilité genrée. Alors on vient de l'entendre dans ce micro-trottoir. La question des urinoirs, elle fait quand même pas mal de bruit. Pourquoi cette question? La question des toilettes publiques, c'est un symbole, c'est un signe que les femmes, la question du genre est oubliée dans l'aménagement des espaces publics. Et donc on voit par exemple, ce sont les études qu'ils montrent. Vous avez fait un micro-trottoir, mais les études montrent, Eve-Marie Kéris a fait une étude sur les inégalités dans l'espace public en étudiant les toilettes publiques à Liège. Elle montrait leur aménagement, mais aussi leur nombre. Donc on a une toilette publique pour 3 urinoirs. À Bruxelles, les infirmiers de rue ont une carte des toilettes qu'ils donnent aux personnes sans abri. Il y a 2 toilettes dans l'Hexagone. Et je vais vous faire rire, mais je suis certaine que les femmes qui nous écoutent ont toutes dans leur tête une cartographie des endroits où elles peuvent aller à la toilette seules ou avec leurs enfants. Personnellement, à part les bars, je ne ville. savais même pas qu'il y avait des Voilà. toilettes vraiment publiques disponibles pour les femmes. Les femmes en général n'urinent pas dans l'espace public alors que les Voilà. hommes se le permettent, ce qui est pourtant rigoureusement interdit. Et donc dans l'aménagement, en fait, c'est parce que simplement, c'est une question d'argent aussi. Quand on aménage des toilettes, on fait part à 2. Et on ne regarde pas qu'un homme, en général, il pisse debout et une femme est assise et donc elle prend plus de place. Et donc, il y a toujours moins de toilettes pour les femmes. Ici, on a parlé des toilettes parce que c'est vrai que c'est un exemple qui frappe un petit peu, surtout qu'on en a besoin tous les jours. Oui, c'est mais un en règle besoin générale, élémentaire. à quel point l'espace public est inadapté à la femme? L'espace public est inadapté à la femme parce qu'on ne tient pas compte de l'aspect sexué de l'aménagement, parce qu'elles ne sont nulle part. Elles sont dans l'espace public comme occupantes, comme usagères, mais elles ne sont en général pas dans l'aménagement. Donc quand on regarde tous les métiers de l'aménagement, urbanisme, architecte, etc., les services, les administrations, les décideurs politiques aussi, les femmes sont minoritaires et la question de regarder les choses avec un aspect genré n'intervient pas. Elle n'est pas dans les cursus d'études, elle n'est pas dans les habitudes, elle reste simplement au niveau pour le moment de projets pilotes, d'études pilotes. Et donc il y a des choses, il y a des théories, les féministes s'en occupent depuis très longtemps, mais on n'arrive pas à ce que ça devienne une systématisation. La femme a toujours été dans l'espace public, elle a toujours travaillé, elle a toujours été présente. Simplement, depuis l'ère industrielle plus ou moins, on a décidé, grosso modo, pour faire très court, que les hommes avaient la production et les femmes la reproduction. Ça veut dire que les femmes, elles reproduisent la force de travail, donc elles font des enfants. Et s'occuper des enfants, c'est à la maison. Et donc on a un peu dissocié, distingué avec cette frontière-là, et ça reste quelque chose qui, dans les faits, est de moins en moins perçu, mais qui reste dans nos schémas mentaux très très fort, et ça reste comme une référence. Et ça veut dire aussi que quand on parle d'espace public, c'est pas seulement les lieux publics, mais c'est aussi l'espace public du travail, et c'est aussi l'espace public de la politique, de la décision. Et donc c'est pour ça que c'est difficile pour les femmes encore maintenant d'accéder à certains emplois ou d'accéder aux postes de décision. On a entendu aussi ici dans les témoignages la question de la sécurité qui revient quand même pas mal. En quoi est-ce qu'une mobilité genrée pourrait faire la différence, justement ? Alors la question de la sécurité, il faut distinguer la sécurité du sentiment d'insécurité. Donc par exemple, je me rappelle d'un atelier où on avait séparé les hommes et les femmes et on avait demandé aux hommes et aux femmes de lister tout ce qu'ils faisaient pour assurer leur sécurité quand ils étaient dehors. Et les hommes avaient une liste comme ça, et les femmes avaient une liste double.
Alors que qu'en les fait, agressions sont plus nombreuses sur les hommes que les sur les agressions femmes. sont plus nombreuses et plus fortes dans l'espace public. Par contre, si on ajoute les incivilités, si on ajoute les phénomènes de harcèlement de rue, comme on dit maintenant, là, alors le sentiment d'insécurité est beaucoup plus grand chez les femmes. Et ça fait partie de ce que les féministes ont décodé comme une culture du viol. Donc on induit dans l'imaginaire des femmes que quand elles sont dehors, elles risquent d'être agressées, elles risquent d'avoir des problèmes. Et alors, ça implique toute une série de comportements pour assurer sa sécurité. Donc ça veut dire qu'on change ses trajets, on fait attention à la façon dont on s'habille, on fait attention aux heures et aux endroits qu'on fréquente. Et donc comment justement le réaménagement pourrait aider à tuer un peu ces stéréotypes? Mettre des lampadaires un peu plus forts, plus de propreté? Qu'est-ce que nous on pourrait faire? Alors l'aménagement, c'est une question. Par exemple, Garance, l'association Garance a effectué toute une série, une quarantaine de marches exploratoires où les femmes ont observé l'espace public et c'était destiné à élaborer toute une série de recommandations pratiques et matérielles pour les services de travaux des villes de Bruxelles, des communes de Bruxelles. Mais l'aménagement ne suffit pas. Donc on peut avoir pour un même aménagement une qualité relationnelle bonne ou mauvaise. Donc c'est aussi l'animation des espaces publics qui compte et la fréquentation des espaces publics. C'est pas seulement l'aménagement. Dernière chose avant de terminer, est-ce que les femmes sont conscientes de cette injustice sur l'espace public? Je dirais que si le film de Sophie Peters, Femme de la rue, a fait le buzz en montrant comment elle était harcelée en traversant une place publique et ça a libéré la parole des femmes, moi je pense que ça devait arriver à ce moment-là. Mais je pense que si elle parle maintenant, c'est parce qu'elle supporte moins. Donc ce qu'on ne disait pas avant, toutes les femmes se faisaient harceler. Toutes les études montrent que toutes les femmes se sont fait embêter au moins une fois dans l'espace public et ont reçu ce message, attention, quelque part, à n'importe quel âge et à n'importe quelle situation. Et je pense que maintenant, le niveau de tolérance descend. La femme trop peu prise en compte dans la conception des lieux publics, mais les architectes, les urbanistes sont-ils suffisamment formés à la création genrée de l'espace? C'est la question qu'on se pose dans ce complément. Muriel, vous êtes donc sociologue et politologue et vous ne venez pas seule puisque vous venez accompagnée d'un très bel ouvrage. Oui, donc Partager la ville, genre et espace public que j'ai dirigé avec David Paternotte. Et justement, on vient de se poser la question, les formations axent-elles suffisamment vers la création des espaces publics de façon genrée? Et là, vous répondez, enfin, vous ne répondez pas, mais vous appelez justement à cette formation. Alors oui, donc le livre que je viens présenter ce soir est justement issu de ce constat que la dimension genrée de l'espace public et de sa production est très peu prise en compte finalement dans les études supérieures en règle générale. Oui, donc pas uniquement architecture, pas uniquement urbanisme. Non. Et d'ailleurs, c'est dans toutes les études en général. Et donc, il y a 2 ans, il y a un master genre qui a vu le jour en communauté française, qui est un master interuniversitaire et qui est complémentaire pour pallier justement à ce manque dans les études. Alors il y a par-ci, par-là quelques cours sur le genre, d'anthropologie du genre, de sociologie du genre, mais c'est pas encore généralisé. On étudie le genre, mais on l'applique pas en fait, c'est un peu ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas de façon transversale dans l'ensemble des disciplines, que ce soit à l'université ou dans l'enseignement supérieur. Et comment les femmes, justement, se positionnent face à cette injustice? J'imagine qu'elles trouvent toute une série d'astuces pour essayer de remédier à ça. Les femmes se sentent vulnérables dans l'espace public. Elles se sentent potentiellement victimes d'agressions et c'est pour ça aussi qu'elles se meuvent moins dans l'espace public, elles sont moins présentes que les hommes, mais elles ont d'autres pratiques de l'espace public, des pratiques qui sont beaucoup plus de transit, de passage dans l'espace public et moins de stationnement. Et même quand on regarde... Donc elles vont aller d'un point à l'autre, mais elles vont pas se dire je vais rester 4 heures en terrasse. Voilà, donc elles le font, mais dans une proportion moindre que les hommes. C'est ce que montre notamment la contribution de Claire Gavret et Patrick Govers sur comment les adolescents appréhendent leur présence dans l'espace public, ou encore la contribution dans ce livre de Louise Van Brand qui montre que par exemple à la place Maurice Richard, les hommes et les femmes ne se situent pas
aux mêmes endroits dans la place et que... Elle a observé la place et elle a vu le comportement voilà, des hommes et le comportement des femmes en fait. Oui, et donc elle montre que les femmes vont sur le haut de la place près des espaces de jeu pour les enfants, alors que les hommes sont plutôt près des espaces de football ou de... Mais justement, j'allais y venir, vous parler d'aménagement, mais c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, en 2019, quand on crée justement des piétonniers, quand on crée des espaces de vie, des lieux de vie, il y a très souvent un terrain de football. Est-ce qu'on crée des espaces pour la femme encore aujourd'hui en 2019? Alors un peu pour les mamans, avec les plaines de jeux, un peu pour les parents, mais les femmes à proprement parler, c'est un peu compliqué à dire. Peut-être que ces aménagements de fitness qu'on voit peut-être dans les parcs, peut-être qu'on pourrait les interpréter là-dessus, mais on voit que généralement, et c'est le chapitre d'Irène Zellinger de Garance qui montre que cette réflexion sur le genre dans l'espace public, elle est encore trop souvent dans les cahiers des charges une case à cocher, qu'il n'y a pas encore de réflexion là-dessus qui est prioritaire et que par ailleurs vous voulez dire la d'un point de vue dimension politique genrée d'un point de vue politique et même des urbanistes ou des architectes et que même elle est toujours subordonnée à la question du coût. Oui, c'est ça. Et d'après vous, justement, ce changement doit venir dans le chef des architectes, des urbanistes ou des politiques? Oui. En partie, il n'y a pas que, bien entendu, il y a le comportement de la population en général, des femmes aussi à apprivoiser l'espace public, à se l'approprier aussi. Le travail de Garance d'Irène Zellinger avec les marches exploratoires, mais aussi avec des cours d'autodéfense, permettent d'apprivoiser l'espace public pour celles qui craignent les risques d'agression. Agressions de plusieurs types. Elles peuvent être verbales, visuelles, ou encore physiques, ou encore de la poursuite dans la rue. Mais voilà. Et puis il y a aussi les parents. En tant que femme, en tant que jeune fille, la plupart d'entre nous avons connu des recommandations de nos parents, comme le montre Camille Desjardins, qui contrôle nos sorties dans l'espace, les heures dans l'espace public, les heures auxquelles on sort. C'est vrai qu'on ne sortirait pas à toute heure et pas habillé n'importe comment aussi. Voilà, la façon dont on s'habille. Donc les femmes sont beaucoup plus contrôlées que les hommes parce qu'on présuppose que les jeunes hommes sont plus armés physiquement aussi pour répondre. Et c'est aussi, ça fait partie aussi de ce qui est valorisé dans l'identité masculine, c'est la force, alors que pour les femmes et pour les jeunes filles, bien entendu, avoir des comportements de démonstration de sa force n'est pas forcément valorisé. Peut-être que ça l'est maintenant un peu plus, mais tendanciellement, ça l'a été beaucoup moins. La femme peut valoriser, disons, dans la création de l'espace public, mais en est-elle seulement consciente? C'est la question qu'on s'est posée ce soir dans le tram. À très bientôt.